Sur le bilan, si vous voulez bien. Est-ce qu'ils m'entendent? Ouais, c'est bon, Oui? il Ok, est bon. super. Ok. On va y aller pour avoir un peu de temps pour les questions et puis éventuellement des cas cliniques. Donc, comme Canada dit, donc moi je travaille dans le privé, donc au Mans, dans un petit centre d'AMP, où on fait donc tous les actes d'AMP et aussi tout le bilan d'infertilité masculine. Donc, on fait tout le bilan diagnostique. Donc, c'est pas les mêmes contraintes dans le privé, notamment le prix, le temps, le personnel, etc. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux côtés. Vous exercez surtout dans le privé? Levez les mains. Sinon, public? Ah oui, donc beaucoup de public. Ok. Bon, bah, très bien. Euh, le but de cette séance, c'est vraiment de vous donner des outils pratiques. Dans la plupart des cas d'établissement, c'est les gynécos qui voient les hommes. Donc, c'est très important que vous puissiez avoir confiance dans votre façon d'aborder l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier l'homme, même s'il y a l'ICSI, hein, et que l'ICSI est super et qu'on arrive à faire avec très peu de spermato, il y a quand même un minimum de bilan à faire pour ne pas passer à côté d'un problème masculin qui serait éventuellement, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont traitables, mais au moins lui faire un bilan et éliminer certaines anomalies qui doivent être prises en charge, hein. Vous n'avez pas le droit de passer à côté d'un cancer testiculaire, par exemple. On en a eu 2 dans mon centre. Avant, j'étais à Rouen, où je faisais que de l'infertilité, et là, j'ai eu 2 cancers en 8 ans. Hein, donc, ça vous marque. Vous n'avez pas le droit de les oublier. Il faut penser aussi au cours d'une PMA. Hein, donc, les couples, vous allez peut-être les suivre pendant longtemps. Les paramètres spermatiques peuvent se dégrader dans le temps. Donc, il faut vraiment pas oublier l'homme, que ça soit au début, au cours du parcours ou même le jour de l'AMP. Hein, si le jour de l'AMP, vous avez des paramètres spermatiques très diminués, il faut faire le bilan masculin d'infertilité. Hein, donc, voilà, il faut pas oublier l'homme dans l'histoire. Donc, le but, c'est qu'on vous donne les outils pour déjà faire le diagnostic d'une infertilité masculine et après de savoir ce qu'il faut faire en cas d'infertilité masculine. Après, c'est pas vous qui allez, qui devez être les spécialistes de la prise en charge de l'homme, vous allez déléguer après. Mais vous êtes responsable au moins de la partie, de la première partie et de lancer le bilan. D'accord? Après, vous passez le bébé à quelqu'un d'autre, aux urologues, aux généticiens, etc., en fonction du problème. Mais vous avez cette obligation donc de démarrer au moins ce bilan. Donc, il faut que vous sachiez qu'il faut trouver. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas oublier dans l'interrogatoire, les examens de référence, d'accord, de première intention, donc le spermogramme, et de deuxième intention. Ensuite, on verra le bilan à prescrire en fonction du spermogramme. Et puis, on parlera rapidement des autres examens éventuellement. Et on finira par la préparation de sperme avant insémination. Donc, l'interrogatoire. Encore une fois, dans la plupart des centres, c'est vous qui faites l'interrogatoire. C'est pour ça qu'on passe un petit peu de temps dessus. Alors, je sais qu'à Cochin, vous êtes très gâtés, vous avez des biologistes, des andrologues, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en charge cette partie-là, mais c'est pas donné dans tous les centres. Nous, chez nous, c'est les gynécos, par exemple, qui vont faire tout l'interrogatoire. Donc, vous devez rechercher les facteurs de risque d'infertilité masculine. Donc, vous commencez avec l'historique. Avez-vous déjà eu des enfants avec quelqu'un, avec une autre partenaire, avec votre partenaire actuel? Les antécédents d'infertilité. Donc, il faut vraiment poser les questions, sinon ils ne vont pas vous répondre. Hein. Ils ne vont pas vous dire spontanément ah, j'ai eu une fois, enfin, il y a eu une femme qui a été enceinte, soi-disant de moi, machin. Ils ne vont pas forcément vous le dire. Demandez s'il y a eu des spermogrammes antérieurs aussi. Donc, ça vous donnera une idée s'il y a une dégradation, par exemple, d'un éventuel événement qui s'est passé entre 2 spermogrammes. La profession, ça c'est très important.
on a plein de professions à risque, hein, les boulangers, les restaurateurs, tout ce qui peut toucher à la chaleur, tout ce qui est soudeur. Pour l'exposition, comme on a dit, avec la température qui peut augmenter. Les routiers, surtout si vous voyez s'ils sont gros, parce qu'il y a non seulement la position assise, mais aussi l'isolation par le gras. Et certaines professions extrêmement stressantes, où on a vu que le stress pouvait agir quand il est constant et important. Le mode de vie, donc comme Khaled a dit, le tabac très important, surtout à des doses très très importantes. Donc l'alcool évidemment, les drogues, donc beaucoup de cannabis hein, à rechercher. Donc ça c'est pareil, ils vont pas forcément vous dire. Parfois ils avouent pas toute la vérité si Madame est présente, parce que ça fait partie des sujets de conflit entre les deux. Activité physique, donc il faut regarder la musculature, hein, ça se voit tout de suite. Si l'homme est très baraqué, il faut poser la question. Donc complément alimentaire, ok, mais est-ce que vous prenez des anabolisants? Est-ce que vous commandez des choses sur Internet, etc. C'est des grands mythomanes, donc il faut absolument poser la question. Et puis vous verrez au spermogramme s'il y a des paramètres spermatiques extrêmement compromis. Vous revoyez le monsieur et vous reposez la question entre deux yeux sans madame. Tout ce qui est sauna, hammam. Et oui, on rajoute, alors ça, bon, après, c'est plus tellement d'actualité, mais il y a le virus du Zika. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler au Brésil. Ça a commencé au Brésil, après ça s'est propagé dans toute la zone tropicale et subtropicale. Donc ça, c'est surtout s'il y aura une PMA après, parce qu'il faut rechercher, il faut refaire des sérologies, parce que ça peut donner des anomalies au niveau neurologique chez le bébé, si madame est exposée enceinte. Donc voilà, il faut juste poser la question. Alors, les antécédents médicaux et chirurgicaux, vous recherchez, vous demandez s'ils ont des problèmes de santé, donc c'est des patients normalement jeunes en bonne santé, mais s'il y a diabète, donc il va falloir rechercher une éjaculation rétrograde, des problèmes d'hypertension qui peuvent donner des problèmes érectiles, éjaculatoires, des problèmes neuro, pareil, psy. Tout ça, ça va vous orienter un petit peu parce qu'il y aura peut-être des traitements qui, du coup, vont agir négativement sur les paramètres spermatiques ou donner des problèmes éjaculatoires. Soit c'est la maladie, soit c'est les médicaments. Donc le traitement, très important. Parfois, ils ne vous avouent pas la maladie, mais quand vous demandez le traitement, surtout pour les problèmes psychiatriques, ça se voit très facilement. Et les antécédents urologiques. Alors là, je vous conseille de passer du temps dessus et de poser les bonnes questions. Est-ce qu'à la naissance, les testicules étaient bien en place? Est-ce que les testicules aujourd'hui sont bien dans les bourses? Est-ce qu'il y en a une qui remonte un petit peu? Est-ce qu'il y a déjà eu une torsion testiculaire? Est-ce que vous avez eu des grosses douleurs très très importantes au niveau des testicules? Une hernie inguinale, un gros traumatisme testiculaire comme a parlé Khaled, des infections et éventuellement un varicocèle. Mais ça, ils le méconnaissent très souvent. Voilà, et puis on termine toujours par les antécédents familiaux qui doivent vous orienter éventuellement vers une recherche génétique. Et ensuite, vous devez demander donc un karyotype ou éventuellement des examens plus spécialisés en fonction des anomalies. Et quand on retrouve quelque chose, c'est évidemment dans le but de les orienter vers un diagnostic préimplantatoire. Alors, si à la fin de cet interrogatoire, vous avez détecté un facteur de risque d'infertilité, d'accord, masculine, ou que donc le couple se présente avec une infertilité de plus de 1 an si madame a moins de 35 ans ou une infertilité après 6 mois si madame a plus de 35 ans, c'est les dernières recommandations de la SRM, vous devez prescrire le bilan de première intention. C'est quoi le bilan de première intention? Spermogramme, d'accord? C'est juste un spermogramme. Donc,
Donc, le spermogramme. On va passer un petit peu de temps dessus. Ça paraît assez basique. C'est assez basique, un spermogramme. Il n'y a rien d'extraordinaire, sous condition qu'il soit bien fait. Donc, ça commence par l'ordonnance. Donc, l'ordonnance, c'est vous qui allez la faire. Je passe un petit peu de temps dessus parce que je vois des choses assez rigolotes et qui peuvent, comment dire, qui peuvent venir gêner soit l'homme, qui du coup est pas du tout préparé pour ce qui l'attend. Hein, ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Ou parfois, c'est très mal prescrit. Donc, c'est spermogramme, c'est pas spermiogramme, c'est pas spermoculture, c'est spermogramme. Voilà, donc ça paraît très, très basique encore une fois, mais c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et je vous conseille sur l'ordonnance d'orienter un petit peu le patient sur ce qui va l'attendre au laboratoire. Donc, je vous propose d'écrire comment ça va se passer. Voilà, affaire au laboratoire, éventuellement orienter vers un laboratoire de confiance, hein, parce qu'il y a laboratoire et laboratoire, d'accord? Si c'est pour être dans un placard avec plein d'autres gens qui sont en train de faire leur prise de sang à côté et que les portes se claquent et qu'ils entendent tout, c'est échec total, d'accord? Donc moi je vous conseille d'aller voir vos labos autour de vous, de voir comment ça se passe et de choisir donc les labos qui sont les plus adaptés déjà pour rendre des bons résultats. Mais maintenant, avec l'accréditation, a priori, tout le monde doit bien faire son travail. Et puis de voir les conditions d'accueil aussi du patient. Alors, si vous êtes donc dans un but ultime de faire de l'AMP, d'accord, donc normalement vous êtes rattaché à un centre où vous êtes en communication avec les biologistes et ou gynécos qui vont prendre en charge les patients s'il y a un problème. En général, ils travaillent avec un labo en particulier. Hein, donc, c'est pas mal de les préparer dans ce labo-là. Donc, de faire l'analyse du spermogramme dans le labo qui éventuellement va faire la PMA parce qu'ils vont avoir en fait l'habitude du coup de faire leur recueil dans ces lieux-là. Il faut savoir que les hommes, je ne suis pas un homme, mais je vois, ils sont en état de stress quand ils arrivent. Donc, plus on peut réduire le stress, mieux c'est. Hein, mieux ils feront leur recueil, plus l'éjaculation sera complète et moins il y aura d'échecs le jour de l'AMP. Parce que s'il y a échec le jour de l'AMP, là, c'est des pleurs, c'est dramatique, etc. Donc, plus vous les habituez au lieu dans lequel ils vont avoir recours, mieux ça se passe. Voilà, c'est des conseils, c'est pas obligatoire, mais c'est du vécu. Donc, le recueil est effectué au laboratoire, d'accord? Alors, s'ils n'y arrivent pas au bout de plusieurs fois, évidemment, on peut éventuellement accepter le prélèvement au domicile, mais c'est pas une faveur à faire à l'homme parce que, encore une fois, un jour, il va devoir probablement faire son recueil en PMA. Hein, et dans ce cas-là, si vous détectez qu'il n'arrive pas à le faire au labo, bah là, vous allez pouvoir justement orienter vers éventuellement une congélation de spermato, etc., pour éviter l'échec le jour de l'AMP. Donc, je vous conseille quand même même si le labo permet de faire au domicile, je vous conseille de privilégier le prélèvement au laboratoire. Le délai d'abstinence est très important. Hein. L'OMS a mis les valeurs de référence avec ce délai d'abstinence de 2 à 7 jours. Il faut savoir que plus le délai d'abstinence est long, plus on peut avoir une concentration élevée et une mobilité basse. Donc c'est pour ça qu'il fallait cadrer le délai d'abstinence pour savoir dire, ben voilà, au-delà de tel seuil, ou en dessous plutôt de tel seuil, c'est anormal. Donc délai d'abstinence important. Encore une fois, je suis totalement de l'avis de Khaled, je trouve que 7 jours, c'est trop. On voit des hommes, alors normalement un testicule et un épididyme qui fonctionnent bien, il y a un turnover normal des spermatos qui sont morts, entre guillemets, ou vieux, ils sont phagocytés et le renouvellement se fait normalement. Mais on est chez des couples où les paramètres spermatiques peuvent être quand même un petit peu fragiles. Et au-delà de certains jours, on peut voir que il y a moins de mobilité, moins de spermato vivants. Donc voilà, c'est 2 à 7 jours selon l'OMS, mais un conseil, dites quand même aux gens d'avoir un délai d'abstinence qui ne dépasse pas 5 jours pour pouvoir bien interpréter les résultats. Donc voilà, je viens de vous le dire, une fausse idée
des patients, je vais attendre pour mon spermogramme parce que là, j'aurai plein de spermatos. Alors peut-être qu'il aura plein de spermatos, mais la mobilité sera moins bonne et surtout, on ne va pas pouvoir bien interpréter les résultats. Donc voilà, la preuve, c'est que le pourcentage de mobiles chute plus le délai d'abstinence augmente. On a un petit pointeur ou pas? Voilà. C'est la preuve, on est à 42% à un jour de délai d'abstinence et une moyenne de 33% au-delà de 10 jours. Alors, pareil, je vous conseille d'écrire quand même du texte. C'est une proposition, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste mettre spermogramme sur un cytogramme et le spermogramme sera fait. Mais encore une fois, plus ils seront informés avant, mieux ça se passera. Moins ils seront stressés parce qu'ils se disent « Ah, je sais comment ça va se dérouler ». Voilà, donc ils vont uriner souvent avant de faire leur recueil parce que on va leur demander donc qu'il n'y ait pas trop de microbes, pas trop de contamination. Parfois, on demande une spermoculture avec, etc. Ils doivent faire une petite toilette au laboratoire. Donc, chaque labo a sa petite procédure, mais il faut qu'ils soient quand même un petit peu informés. Et ensuite, c'est un recueil par masturbation, d'accord? Et il faut que tout l'éjaculat soit dans le flacon. Les fractions de l'éjaculat ne contiennent pas le même, enfin, ne sont pas homogènes. Hein. On a une fraction initiale qui est plus dense que la fraction finale, par exemple. Donc, si le monsieur vous a pas dit, parce qu'il est tellement stressé qu'il a loupé son recueil et que le premier jet, il est parti ailleurs, vous aurez une dégradation des paramètres spermatiques et vous allez faussement rendre des résultats bas alors que ça se trouve, il était normal. J'ai vu des cas extrêmes. Ça se voit souvent parce que le volume spermatique est diminué, mais pas toujours. Le monsieur, il peut avoir un super volume en temps normal. Enfin, un volume, j'ai vu des volumes très importants. Et louper le premier jet et du coup avoir des paramètres spermatiques très diminués. Voilà, donc c'est important qu'ils disent si la totalité de l'éjaculat n'a pas pu être mis dans le pot. Et je voulais vous dire autre chose que j'ai oublié, mais ça reviendra. Alors, donc, il fait son recueil au labo. Ensuite, bon, ça dépend des laboratoires, il va donner son pot à la technicienne ou la technicienne vient chercher le pot pour ensuite analyser les paramètres spermatiques. Alors, encore une fois, ce n'est pas compliqué. Tout est standardisé pour le spermogramme. Il y a deux manuels de référence. Donc, en France, il y a beaucoup le cahier Bioformat qui a été utilisé et qui est encore utilisé par beaucoup de labos. Donc, d'ailleurs, il date d'ici, c'est d'origine cauchinoise, avec surtout Jacques Auger qui avait participé à ce cahier, mais pas que. Et puis, donc, il a été basé sur la version antérieure de l'OMS, juste avant qu'elle sorte la version 2010. Hein. Donc, maintenant, c'est beaucoup l'OMS qui est utilisé. Donc, on a un manuel d'experts qui est revu tous les 10 ans, a priori. Donc, cette édition date de 2020, de fin 2020. Et c'est vraiment le manuel de référence. Alors, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce que les paramètres spermatiques varient dans le temps. Donc, chez un même individu, ça peut varier. C'est très difficile de standardiser un prélèvement qui est si variable selon le même individu et selon toute une population dans le temps, etc. Mais il y a quand même de fortes consistance dans la façon d'interpréter les résultats et de les lire. Et ils ont tenté donc de standardiser. Le souci, c'est qu'ils ont, dans cette dernière version, ils ont fait quand même pas mal de changements. Ils ont un peu rétrogradé. Donc, par exemple, vous verrez les paramètres spermatiques, ils ont revu donc les normales. Dans les normales, avant, c'était par exemple, ils avaient baissé à 15 millions
par ml de spermatozoïdes. Là, ils ont remonté à 16 millions parce que voilà, ils ont étudié un peu plus de population d'hommes. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui, voilà, qui évolue dans le temps, donc il faut se tenir à jour. Alors, donc monsieur amène son pot et on va analyser donc plusieurs paramètres, donc soit macroscopiques, soit microscopiques. Donc dans les macroscopiques, on va regarder le volume, la viscosité, le pH. Là, c'est hyper simple. Un peu plus compliqué, donc ça va être l'œil, donc l'observateur de la personne qui va regarder, donc les techniciens, ou alors on peut faire avec des automates maintenant. Donc on va regarder s'il y a des agglutinats, on va mesurer la concentration et en déduire la numération totale dans l'éjaculat. On va estimer ou compter la mobilité, la vitalité et on va réaliser le spermocytogramme après avoir fait des lames. Alors, un petit rappel. Composition du sperme, c'est quoi? Très bien, spermatozoïde plus liquide séminal. Donc, les spermatos, ils viennent du testicule. Okay. Le liquide séminal, il vient des glandes, donc un petit peu de l'épididyme, mais surtout de la prostate et des vésicules séminales. D'accord? Donc, le liquide est un reflet des glandes. Le nombre de spermatos, c'est la production testiculaire. Donc, dans ce fameux liquide séminal, vous avez plein de facteurs qui coagulent en fait le sperme et qui rend le sperme très visqueux. Donc vous êtes obligé d'attendre que les protéases, qui viennent surtout de la prostate, viennent casser ce coagulum, sinon vous n'allez rien pouvoir voir. D'accord? Donc c'est mécanique. Il faut attendre. Donc soit on chauffe un petit peu le prélèvement dans une étuve, soit on attend tout simplement que l'action des protéases agisse pour liquéfier le sperme. Donc ça, c'est l'étape préalable. On ne fait jamais un spermogramme tout de suite. On liquéfie le sperme. On mesure le volume, donc pour voir s'il y a justement une hypospermie. Donc soit on mesure avec des pipettes qui sont graduées, soit on pèse. Beaucoup de labos aujourd'hui, on pèse. On connaît la densité du sperme, elle est constante. Donc on pèse le pot avant et après le prélèvement. Voilà, quand il y a un petit volume, la première chose à faire, c'est d'interroger le patient s'il a eu un problème de recueil pour la raison que je vous ai expliquée avec les fractions du prélèvement qui ne sont pas les mêmes. Voilà, et ensuite on regarde la viscosité, donc on fait des gouttes et on regarde s'il y a une traînée ou pas. C'est très très simple pour voir s'il y a un problème de viscosité ou pas. Ça peut être juste que vous n'avez pas assez liquéfié votre sperme, donc il faut attendre encore un petit peu. Le pH, donc ça peut nous donner une indication, encore une fois, s'il y a une obstruction quelque part, parce que volume bas, pH acide et azoospermie doit vous faire rechercher une mutation dans le gène CFTR et une agénésie bilatérale des canaux déférents. Puis, donc après cette première étape, on va regarder la mobilité. Alors ça, c'est la grande nouveauté de l'OMS. Donc je vous dis, il y a eu ils reviennent vers la version antérieure. La version antérieure, elle décrivait donc les différents types de mobilité progressive. Donc, dans la mobilité, vous avez les spermatos immobiles, les spermatos qui bougent sur place sans avancer, et les spermatos qui progressent, qui avancent. Dans les spermatos qui progressent, il y a des spermatos super rapides et des spermatos moins rapides. Donc, avant des versions antérieures de l'OMS, on différenciait ces spermatos, parce qu'on disait que les spermatos fécondants, c'était surtout ceux qui fléchaient. Mais après, on a vu que quand on faisait un test de migration survie, où on isole les spermatos les plus beaux, les plus mobiles, je vais vous en parler tout à l'heure, on voyait qu'en fait, les spermatos qui avançaient un peu moins vite, mais qui avançaient quand même, eux, ils s'activaient après les avoir sortis du liquide séminal. Et eux, ils devenaient fléchants. Donc, après, l'OMS a dit, ça ne sert plus à rien de les différencier. Et puis là, dans la nouvelle version, ils nous redisent que ça peut être utile de les différencier, les A et les B. Bon, parce qu'il y aurait eu des études qui ont montré que plus il y a de A, plus c'est cliniquement important.
personnellement, nous, on n'a pas suivi cette indication-là. On a gardé le nombre de progressifs général. On met les A et les B dans la même case. Voilà. Donc, la mobilité, c'est très simple. Vous mettez une goutte de sperme entre l'âme et lamelle, vous regardez au microscope et soit vous estimez quand il y a beaucoup de spermato, vous estimez à peu près à 5% près les différentes catégories de mobilité, soit vous avez un automate qui vous mesure, donc qui mesure la vitesse de déplacement des spermatos et du coup qui vous rend un chiffre de mobilité en fonction des catégories. Voilà un exemple. Tac, tac, attends. Comment j'active ce machin-là? C'est une vidéo. Ah, c'est bon. C'est good. Comment je fais? Ouais. Est-ce qu'on peut enlever ce mode de diaporama? Ah, parce qu'il n'y a pas. Attends, je vais voir à partir de ma clé. C'est parce que c'est sur la clé. Alors, attends. Je suis désolée, hein, c'est parce que je peux fermer. Alors, ma clé, elle est toujours là. ATU. Il est là. Ouais. Page 15, merci. Alors. Donc, la mobilité comme d'autres paramètres, on va dire manuels, enfin, c'est une mesure par l'œil, comme le spermocytogramme par exemple. D'où l'importance d'avoir un bon labo où la mise en place de l'habilitation du personnel est vraiment bien codifiée. Parce que c'est la personne qui regarde la mobilité qui va déterminer le résultat. Enfin, qui va mesurer ce fameux pourcentage. Donc, il faut que les gens soient entraînés à voir ce genre d'analyse. C'est pareil comme le spermocytogramme. On va regarder donc les anomalies de la tête, de la pièce intermédiaire et du flagelle. C'est extrêmement subjectif. Donc, il faut que ça soit standardisé, que le labo fasse partie d'un programme national qui compare les labos entre eux pour être sûr que le labo rend bien des résultats cohérents. Alors, normalement, ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas? C'est sur ma clé pourtant. Attends. Ouais, je vais juste être sûre que mes vidéos soient sur ma clé. Attends. Elles sont les vidéos. Ouais, elles sont là les vidéos. Alors je vais ouvrir la vidéo en elle-même. Je crois que c'est celle-là. Donc c'était juste pour vous montrer les différents types de mobilité qu'on peut voir donc au microscope. C'est là où aussi je vous conseille vivement de travailler avec un labo qui fait de la PMA. Hein, parce que les techniciens qui regardent le spermogramme, ils vont savoir dire aux biologistes, ah,
Là, il y a un souci de mobilité. Le bio va pouvoir faire la conclusion en fonction de ce qu'il voit, etc. Il va pouvoir l'orienter, orienter la conclusion, etc. Bon, je suis désolée. On va avancer, on va revenir aux vidéos quand ça sera fait, pour pas perdre de temps. Normalement, ça marche. D'accord, ok. Bah, très bien. Alors, mais du coup, j'ai... Ouais. Je venais de jeter ma clé. Et j'en étais à concentration. Encore, encore. C'est bon? C'est pas grave, vous pouvez l'éjecter quand même. Ça va pas l'abîmer. Ok. Donc on passe, on vous montrera les vidéos tout à l'heure. Alors ensuite, donc après la mobilité, on regarde la concentration pour déterminer s'il y a un problème de production spermatique au niveau testiculaire. Donc la concentration, c'est le nombre de spermatos qu'on observe sur le volume testiculaire, sur le volume, pardon, séminal. Il faut rapporter ça à la numération totale pour voir s'il y a un problème de production totale au niveau du testicule, hein, parce qu'on peut avoir un grand volume du liquide séminal sans avoir de problème de production spermatique, mais ça va être dilué par un fort volume. Alors, petite parenthèse, une éjaculation suffit. Hein, quand vous voyez les pots de spermogramme, ils sont très gros comparés au volume testiculaire. C'est plus pour des raisons ergonomiques que les pots sont très gros. Mais j'ai déjà vu un homme passer des heures dans sa cabine parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il remplisse le pot. Donc, voilà, petite précision. Non, mais on n'urine pas. Pareil, de temps en temps, on a des urines. Donc, bon, voilà, vous pouvez préciser si l'homme a l'air un peu perdu. Donc, la concentration. Vous avez moyen de réaliser, enfin de mesurer la concentration. Soit il y a dépôt de sperme pur ou sperme dilué, si la concentration est élevée, sur une petite cellule où on connaît précisément le volume de cette cellule. On compte le nombre de spermatos qu'on voit, il faut compter un minimum, et il y a une règle de calcul qu'on connaît selon la chambre qu'on utilise pour en déduire la concentration. Soit vous avez des automates qui vous calculent également le nombre de spermatos par ml. Ensuite, vous en déduisez la numération en multipliant par le volume du liquide séminal. Il ne faut pas oublier de compter en même temps les cellules. Donc, on compte les cellules rondes qu'on observe au niveau de la chambre qu'on compte. Et ensuite, si on trouve plus de 1 million de cellules, après, il faut faire une recherche de leucocytes avec soit un colorant, soit des marqueurs spécifiques. Voilà. Les cellules rondes, c'est soit des cellules spermatiques, soit des cellules de l'immunité, la plupart du temps des globules blancs. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. On n'oublie pas, ça c'est quand on fait la lame de mobilité, on recherche s'il y a des agglutinats, surtout. Alors, les amas c'est non spécifique, hein, c'est quand les spermatos sont en paquet, surtout pour les spermes très très riches. Les spermatos, ils se collent entre eux, c'est pas du tout, c'est anarchique, comme ce qu'on voit là à gauche. Après, quand il y a une agrégation spécifique, donc c'est plutôt ce qu'on voit
tout à droite, sur le schéma à droite. Donc c'est assez beau à voir. Soit les spermatos sont collés entre eux par le flagelle, soit par la tête, soit un peu n'importe comment, mais ils bougent dans ces agglutinats. Ça doit faire penser aux techniciens, ah, il y a une recherche d'anticorps à réaliser. Et on n'oublie pas de faire la vitalité, donc où on va regarder si les spermatos qu'on voit sont vivants ou morts. Donc c'est juste un colorant, donc de l'éosine qui va traverser les membranes perméables. Donc les membranes perméables égale les membranes de spermato abîmés, donc le plus souvent morts. Du coup, bah, l'éosine va rentrer et va colorer les spermatos en rose ou rouge. Voilà, et on met de la nigrosine pour faire un contraste, pour mieux visualiser les spermatos. Voilà, un spermato immobile peut être mort, mais il peut aussi être vivant. Hein, donc c'est l'intérêt de rechercher, de mesurer la vitalité. Voilà. Et la dernière partie du spermogramme, elle comprend le spermocytogramme. Donc, on va réaliser une lame, comme un frottis. On va sécher la lame et on va colorer les spermatos pour voir s'il y a des anomalies morphologiques au niveau des spermatos. Alors, tout le problème, c'est de définir le spermato normal. Qu'est-ce que c'est qu'un spermato normal? On espère qu'un spermato normal, c'est celui qui rentre dans l'ovocyte. D'accord? Mais pour ça, comment récupérer un spermato qui rentre dans un ovocyte? C'est assez compliqué. Du coup, les spécialistes ont dit, on va déjà regarder les spermatos qui s'accrochent à la zone pellucide de l'ovocyte. La zone pellucide, c'est la coque qui entoure l'ovocyte. L'ovocyte, c'est comme un œuf qui a une coque. Donc, la zone pellucide. Et du coup, ils ont pris ces spermatos-là qui se collent au niveau de la zone pellucide et ils ont regardé quelle tête ils avaient. Quelle tête, quelle pièce intermédiaire et quel flagelle. Et ils en ont déduit des critères très stricts pour les critères internationaux de Kruger. Donc ça, c'est l'OMS, où la normale est à 4%, très très basse, enfin, supérieure ou égale à 4%. Et David, où là, c'est la version française, donc qui est décrite dans Bioformat, qui est à 23%. D'accord? Donc, Kruger, il faut être vraiment un top modèle pour être normal. David, on a un peu plus de marge pour être considéré comme un spermato normal. Voilà, donc tout ça, c'est fait soit par l'œil, le plus souvent, donc par le technicien qui regarde. Donc là, il faut vraiment une formation très, très approfondie. Et là, on voit de grandes différences entre labos. C'est peut-être pour ça que c'est un paramètre, quand il est isolément anormal, il n'est pas prédictif de la grossesse. Quand il y a juste une tératosospermie, isolée, ce n'est pas prédictif de la réussite. Donc, les anomalies de la tête spermatique. Donc, je vous ai mis un petit modèle, un top modèle en haut à droite. Donc, le spermato, sa tête, elle est très simple. C'est de l'ADN et l'ADN ultra compact. Donc, c'est vraiment les spermatos les plus denses qui vont être normalement les plus performants, les plus normaux, puisque l'ADN n'est pas entouré d'histones. Les histones, c'est les protéines autour desquelles l'ADN est enroulé dans toutes nos cellules, sauf les spermatos. Les spermatos, ils ont des protamines, qui sont des plus petites protéines, autour desquelles, donc ça permet l'ADN d'être très, très, très compacté, enroulé donc que dans la tête. Et au-dessus du noyau, donc il y a une poche d'enzymes qui s'appelle l'acrosome. D'accord? Donc il y a la tête et l'acrosome, et on voit d'ailleurs au niveau du cytogramme, on voit une partie plus claire. Ça, c'est l'acrosome, et la partie plus dense, qui est la partie inférieure du noyau. Voilà, c'est l'acrosome qui va permettre l'activation, enfin la fixation déjà du spermato à la zone pellucide de l'ovocyte, et il va permettre, après sa réaction, où justement il se désintègre et les enzymes sortent, il va permettre l'activation de l'ovocyte aussi. Donc c'est des éléments, enfin, c'est un élément extrêmement vital. Ensuite, vous avez donc la pièce intermédiaire, qui va se continuer par le flagelle. Alors le flagelle, c'est simple, c'est lui qui permet au spermato d'avancer.
et cette partie un peu plus rigide, donc de la pièce intermédiaire, va contenir donc le début de ce cytosquelette qui est très important pour le mouvement, mais aussi les mitochondries hein, qui vont permettre de donner l'énergie au spermato d'avancer. Alors, quand un spermato, je fais une petite parenthèse, n'avance pas, mais qu'il est vivant, justement, on peut donner un petit produit qui va activer les mitochondries et qui va permettre de voir s'il est vivant, puisqu'il va se mettre à bouger alors qu'il ne bougeait pas avant. Un spermato mort, il ne va pas pouvoir bouger avec ce petit produit. Alors, la pièce intermédiaire, donc, alors, les anomalies de la tête, hein, on voit, là, c'est une tête normale. Alors, c'est selon David, hein, là. Donc, on est cool sur les paramètres morphologiques normaux. Là, on a une tête où on a justement une anomalie de l'acrosome. Hein. On n'a pas cette dégradation, on va dire, douce de l'acrosome. Là, c'est vraiment tranché. On a des formes anormales, allongées comme ça. Voilà, on a vraiment des monstres possibles où on a justement décidé que c'était des formes atypiques. Puis, donc, la pièce intermédiaire, on va décrire, on va compter le nombre de spermatos qui ont des pièces intermédiaires anormales. Donc, on peut avoir des restes cytoplasmiques. Hein. Tout ça, ça fait partie de l'évolution, enfin, de la différenciation du spermato entre cellule souche, le spermatogonie, et la cellule différenciée, le spermatozoïde. On a donc, normalement, il doit se libérer de son reste cytoplasmique. Et puisque dans la tête, il y a quasiment plus de cytoplasme. Voilà, on peut avoir une pièce intermédiaire totalement altérée et fine où il lui manque la plupart de ses composantes, etc. Donc ça, on va les énumérer. Et on termine en regardant les flagelles. Est-ce que les flagelles sont de bonne longueur? Est-ce que c'est homogène ou est-ce qu'on a des parties plus effilées, etc. Est-ce qu'on a des spermatos enroulés qui peuvent être signes d'une infection, etc. Oui. Ah oui, au mieux que j'utilise ça. Dis-moi. Ah, ok. Oh, je suis désolée. Ok. Ouais. Je suis désolée pour ceux en visio. Alors, donc voilà, vous avez les flagelles enroulés, par exemple, qui peuvent être signes d'infection. Alors, puis, après donc, analyse de tous les paramètres spermatiques, on va rendre des résultats. Alors, les valeurs ont un peu changé avec la dernière version de l'OMS, mais ça, c'est à prendre par cœur parce que j'ai déjà vu des labos qui ne rendent pas, c'est assez hallucinant, mais ils ne rendent pas les valeurs normales anormales. Donc, ayez à côté de vous, sur un petit carnet, les valeurs normales du spermogramme. Alors, ça a été établi par l'OMS en regardant plein d'hommes. Donc là, ils ont vu, avant c'était 2700 hommes ou je ne sais plus combien dans la version 2010, là la version 2021, pardon, c'est pas 2020. Ils ont regardé encore plus d'hommes dans encore plus de pays hein, pour établir la normale. Ils ont pris quel homme? Ils ont pris des hommes qui avaient eu une conception naturelle dans l'année qui a suivi le début de leur essai. D'accord? Donc, ils ont pris des hommes fertiles dans beaucoup de pays pour avoir donc un échantillon plus large qu'avant. Ils ont vu qu'il n'y avait pas trop de différence par rapport à 2010. C'est pour ça que les valeurs restent à peu près semblables à 2010. Puis, ils ont pris le cut-off pour dire normal, anormal, c'est 5%. D'accord? Le 5e pourcentile, pas supérieur, mais inférieur, hein, parce que au niveau des paramètres, plus les paramètres sont élevés, mieux c'est. D'accord? Donc, on ne regarde pas la valeur supérieure, on regarde surtout la valeur inférieure qui est la valeur de cut-off. Par exemple, dans la mobilité c'est 30% de progressif, la normale. En dessous de 30%, c'est anormal. Si vous avez 60%, tant mieux. Hein, mais il n'y a pas de valeur supérieure cut-off. Voilà, donc cette diapo, je vous demande de la connaître par cœur parce que vous aurez éventuellement, s'il y a
déjà pour l'examen, s'il y a un spermogramme, il faut savoir dire les paramètres qui ne vont pas bien, enfin qui sont anormales, mais aussi dans votre pratique quotidienne. Il faut savoir interpréter un spermogramme. Je vois encore des comptes rendus de spermogrammes où ils n'ont pas mis à jour les normes de l'OMS pour certains. Voilà, donc c'est à apprendre par cœur. Donc le volume, c'était à 1,5 avant, maintenant c'est 1,4. La concentration, elle est à 16 millions par ml pour une numération totale à 39 millions. Pour les leucocytes, donc on est à 1 million. La mobilité progressive, elle est normale quand elle est supérieure à 30. Mobilité totale, 42. Vitalité, donc 54. C'était 56 avant de souvenir. Ou 58, je ne sais plus. J'utilise plus l'ancienne. Pour les Kruger, donc c'est resté pareil à 4%. Et David, c'est toujours 23% selon la dernière publi qui analysait les normes. La dernière partie de cette diapo elle est hyper importante. On ne regarde jamais un paramètre tout seul. On regarde toujours la globalité. D'accord? Donc normalement, le biologiste, il doit vous rendre quand même une conclusion qui vous oriente. Hein. Si on a juste une mobilité, on va dire à 28%, mais qu'on a une super concentration et que le délai d'abstinence est plutôt à 7 jours, on peut se dire, bah, ça se trouve, on aura un spermogramme tout à fait normal si on diminue un petit peu le délai d'abstinence à 4-5 jours. Donc, voilà, on peut, voilà, mobilité légèrement réduite sur un délai d'abstinence de 7 jours. Voilà, prochain spermogramme à prévoir avec un délai d'abstinence plus court, etc. Ça ne veut pas forcément dire que le monsieur il est infertile. D'accord? Donc, on prend dans sa globalité dans l'interprétation. Alors, ça, je vous ai juste mis pour que vous connaissiez les termes. Je voulais juste être sûre que vous sachiez donc comment décrivez les anomalies, parce que sur certains spermogrammes, donc, on ne dit pas volume diminué, mais on dit hypospermie. Donc, maintenant, c'est quand même assez bien décrit sur les comptes rendus, parce que le COFRAC est passé, l'organisme d'accréditation passe par tous les labos, et ils ont demandé un bon prestation de conseil. Mais voilà, sachez que ça, c'est les termes quand il y a des anomalies. L'anomalie la plus fréquente, c'est une combinaison d'une diminution de la concentration, de la mobilité et du pourcentage de forme typique. Donc, on parle de OAT, donc oligo-asténotératosospermie. Donc, vous allez nous entendre parler de OAT, OATS, c'est sévère quand c'est inférieur à 5% de concentration, etc. Et ça représente donc les paramètres inférieurs à ces seuils-là. Ça correspond, pardon, à des paramètres inférieurs à ça. Alors, je voulais aussi vous mettre en garde que pourquoi le spermogramme est difficile à interpréter et pourquoi il faut prendre vraiment dans sa globalité, parce que ça peut varier dans le temps. Et ça varie dans le temps. Hein. On a vu des choses assez hallucinantes. Tous les biologistes ont vu des hommes revenir quelques années plus tard avec des paramètres spermatiques qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on avait les années d'avant, soit positifs, soit négatifs. Donc, les paramètres peuvent changer dans le temps. D'un spermogramme à un autre, on n'a jamais exactement la même chose. Ça, c'est pas possible parce que les cellules se multiplient en permanence. Hein. Nous, nos ovocytes, on les a depuis la naissance, ça fait que se dégrader dans le temps au niveau qualité et quantité, mais les spermatos, c'est des cellules qui se multiplient en permanence. Qui dit cellules qui se multiplient en permanence égale ADN relâché fréquemment, du coup, cellule fragile, d'accord? Elle est sensible. Elle est sensible à plein de facteurs environnementaux, etc. Et du coup, on voit des altérations, par exemple, enfin des modifications au niveau de la concentration, par exemple. Donc ça, c'est un homme, c'est dans le cahier Bioforma. Il est venu gentiment toutes les 2 semaines pendant 2 ans faire un spermogramme. Et ouais, courageux et motivé. Et on a vu qu'il avait des paramètres spermatiques, notamment la concentration. Elle est montée à plus de 170 millions par ml. Elle est descendue à une époque à moins de 5 millions. Donc là, il était
probablement, donc déjà oligocévère, je ne sais pas comment étaient les restes des paramètres, mais si on l'avait vu à semaine 80, on n'aurait paniqué, on l'aurait mis en ICSI, hein, alors que c'est un homme fertile. Voilà, d'où l'importance de faire les prélèvements spermatiques, d'en faire et d'en refaire, hein. Je vous conseille d'en faire au moins 2 à 2 mois et demi d'intervalle si vous avez le temps de le faire. Oui. On a vu les paramètres où ils peuvent avoir des concentrations diminuées ou une mobilité diminuée, mais est-ce qu'il y a des seuils où, par exemple, ils ont une super concentration, ils sont hyper mobiles, et que du coup, ça peut quand même amener une infertilité parce que L'OMS n'a pas mis de seuil D'accord. de supériorité, justement, pour les paramètres spermatiques. Parce que, justement, plus c'est performant, plus c'est élevé, plus c'est considéré comme performant. On voit hein, des hommes, il y a des hommes, ils ont 300 millions par ml de spermato. Hein. Voilà. Des hommes fertiles qui ont ça. Qui viennent être cobayes pour des trucs de recherche, il n'y a pas de limite supérieure. Attends, il faut que tu prennes un micro. Oui, je voulais te dire, la seule exception, c'est les leucocytes. Hein. S'il y a trop de leucos, là, justement, les leucos, c'est la seule exception à la règle. S'il y a trop de leucos, là, c'est délétère. On voit d'ailleurs que quand il y en a vraiment trop, on voit la mobilité chuter dans le temps, in vitro. Oui. Je disais, pendant le recueil, il peut y avoir de la perte en fait qui s'est versée, tout ça. Et au labo, il faut qu'elle ait une valeur minimum pour interpréter. Mais il nous faut un éjaculat complet pour pouvoir interpréter le spermogramme. Donc, si le monsieur en a mis à côté, vous ne pouvez pas interpréter le spermogramme normalement. Vous ne savez pas ce qui a été perdu. Okay. Notamment, c'est une parenthèse, mais on fait le diagnostic, on fait des spermogrammes post-vasectomie. Quand le monsieur me dit qu'il a loupé son recueil ou qu'il n'a pas un délai d'abstinence convenable, je n'accepte pas le résultat. Je vais pas risquer une grossesse chez cet homme sur un prélèvement que je ne peux pas garantir est complet. Donc, il faut que le prélèvement soit complet. Donc, à l'inverse, chez le couple infertile, on peut faussement dire qu'un homme est infertile sur un prélèvement pas complet. Et si le volume il est très petit, genre 0,6, on interprète pareil en fait? Alors, si le volume est petit... Hypospermie, ouais. Ouais, si le volume est petit, ça c'est intéressant. Donc, et que vous vous assurez qu'il n'y ait pas eu de problème de recueil, qu'il a tout mis dans le pot. Ça peut être signe d'une obstruction quelque part. Hein, parce que le volume, le liquide séminal, visiblement, n'est pas aussi volumineux qu'il devrait être. Donc après, vous regardez les paramètres spermatiques. S'il est azo, là, il faut rechercher un problème obstructif. Hein, et là, vous allez lancer tout le bilan d'azo. Mais c'est à prendre en compte. Après, regardez tous les paramètres spermatiques. On peut avoir juste un volume diminué, une hypospermie, et tout le reste est normal. D'accord? Vous allez de toute façon regarder la numération, hein, ce qui est le plus important. Pas la concentration, mais la numération, pour voir si le testicule produit suffisamment. Oui. La question, c'était si on suspecte une éjaculation rétrograde, oui. Est-ce qu'on demande au monsieur de faire un recueil des urines juste après, ouais. Ou comment ça se passe en pratique? Je vais t'en parler après de l'éjaculation rétrograde, d'accord, et du bilan à faire. Je peux poser une dernière question? Oui. Quel conseil vous donnez à quelqu'un qui veut faire un recueil à la maison, notamment en termes de transport? Oui, alors le recueil à la maison, j'en ai parlé au début, c'est vraiment en dernier recours. Donc il faut privilégier le recueil au laboratoire. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il doit être fait à la maison pour X raisons, nous, on demande qu'il arrive, on est obligé de le regarder dans l'heure qui suit le prélèvement. Donc, en gros, on dit au bout d'une demi-heure. S'ils habitent à plus d'une demi-heure, c'est compliqué. Il ne faut pas qu'il soit trop froid, trop chaud, etc. Oui, dernière question. Oui. Est-ce que pour pallier à ces problèmes d'échec de recueil, la présence potentiellement de la conjointe au moment du recueil est tolérée? On peut faire venir madame, c'est un anti-stress, madame, ou pas. J'ai déjà vu des femmes qui doivent sortir, des pauvres, mais bon.
Donc, tout ce qui peut mettre monsieur à l'aise, ok. Il faut savoir que le jour de l'AMP, c'est un peu compliqué que madame vienne, mais c'est possible. Donc oui, si madame, il essaye tout seul, déjà, ok, il vient tout seul le premier jour, ou avec madame et qu'il attend, mais parfois ça stresse. Donc voilà, c'est à voir, c'est lui qui décide, de toute façon il sait. Hein. Il sait, si ça marche pas, madame peut venir, on a des préservatifs spéciaux, etc. Il y a des, voilà. C'est pour ça que c'est pas mal quand même de travailler avec un centre qui fait de la PMA, parce que on a l'habitude de tout ça. On sait, voilà. Et puis, on le détecte et on dit, vous allez revenir pour faire une congèle pour éviter que ça tourne mal la prochaine fois. Dès qu'ils ont congelé des spermatos, ils réussissent le jour de la PMA. C'est voilà. Ben, c'est comme ce que disait la sexologue sur les gens qui ont des enfants. Après les rapports deviennent... voilà. Enfin, voilà, on enlève le côté stress. Alors, donc, les paramètres spermatiques varient dans le temps. Je vous ai dit que les spermatos sont des cellules très fragiles. Donc, il faut absolument demander. Normalement, le labo a un questionnaire où le biologiste voit le patient avant de faire le prélèvement, etc. Il doit demander si l'homme a eu, par exemple, une fièvre récemment, hein, dans les 2 mois et demi, un gros stress émotionnel, vraiment très important. Ils ont perdu le père, la mère, etc. Ils étaient super proches. Il a fait une dépression pendant je ne sais pas combien de temps, etc. Ça peut donner aussi des troubles spermatiques. Donc, il faut absolument poser la question et éventuellement les rechercher pendant la stimulation aussi, parce que si vous faites une stimulation en PMA et que le spermogramme il date il y a quelques mois, il peut avoir eu un événement entre deux et qu'on détecte malheureusement le jour de la PMA et là, c'est un peu trop tard. Donc, l'interprétation du spermogramme, c'est une interprétation globale de tous les paramètres ensemble. Aucun paramètre tout seul est discriminant pour dire lui, il est fertile ou lui, il est subfertile. On sait détecter les hommes infertiles quand les paramètres sont vraiment diminués ou associés ensemble à une diminution de plusieurs paramètres. Mais entre dire « Ah, lui, il est fertile ou moyennement fertile », là, on a plus de mal. Donc, c'est à prendre dans sa globalité. Il faut répéter les spermogrammes, si on peut. Ce n'est pas toujours pratique. Et je vous l'ai dit, le cytogramme pris en lui-même, c'est un souci, en fait, quand il n'y a qu'une térato isolée. C'est pas discriminant pour prédire la réussite de la FIV. Donc, une térato isolée ne doit pas orienter vers FIV ou ICSI. D'accord? Tout le reste, ok, mais pas que une térato. Quand il y a une OATS, ok, mais quand il y a juste une térato, non. Et à la fin du spermogramme, donc, c'est là où vous allez intervenir et vous allez éventuellement demander des examens complémentaires s'il y a des anomalies. Alors, donc, vous revoyez le couple, vous voyez le spermogramme que vous avez prescrit, et là, vous voyez des anomalies, où vous avez détecté des facteurs de risque d'infertilité à la première consulte, ou madame a des problèmes et vous allez devoir faire une AMP. Okay? Donc, dans ces 3 conditions-là, vous devez prescrire des examens de deuxième intention. Alors, le bilan d'AMP, pour nous en France, il est totalement sous la réglementation de l'arrêté de 2017, le guide de bonne pratique en gros. Donc, il est très standardisé. Pour tout le bilan d'infertilité masculine, ça, je me suis basée sur les recommandations de l'Association d'urologie américaine et sur l'ASRM, l'Association américaine de la reproduction. Donc, le bilan de deuxième intention avant toute AMP, vous savez que vous allez avoir une AMP à faire à monsieur et à madame, d'accord? Donc, au minimum, il va falloir le fameux spermogramme, une spermoculture et test de migration survie si approprié. Je ne sais pas ce que ça veut dire si approprié, mais pour moi, du coup, on le fait vu comme le texte est écrit. Donc, je vous conseille de faire le test de migration survie. De toute façon, il est utile.
Il est utile parce que c'est cet examen-là qui va être fait le jour de la FIV, de l'ICSI, de l'insémination, qui va vous permettre d'isoler les spermatos les plus beaux, les plus mobiles. Du coup, vous allez avoir une idée de ce qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça, je vous le conseille fortement. Je ne sais pas interpréter le si approprié, mais dans le doute, je le fais notamment parce qu'il est utile. Puis, vous allez devoir faire les tests de sécurité sanitaire, d'accord, donc tout ce qui est sérologie. Ensuite, on complète en fonction du facteur de risque d'infertilité masculine retrouvé ou des anomalies spermatiques. D'accord? Mais ça va être le bilan de base pour la PMA. Alors, je vous recommande, ce n'est pas obligatoire, mais au moins 2 spermogrammes si vous avez le temps, parce que madame peut avoir une insuffisance ovarienne qui fait que vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de faire 2 spermogrammes, mais les paramètres spermatiques peuvent varier dans le temps, donc je vous conseille d'en faire 2. Donc, on réalise le spermogramme, spermocytogramme, la spermoculture, le TMS. Puis, les sérologies. Alors, les sérologies, avant AMP, elles sont obligatoires à moins de 3 mois avant la première tentative, puis c'est moins de 1 an. Alors, c'est quoi les sérologies? C'est les sérologies VIH, syphilis, hépatite B. Il faut préciser les 3 recherches, antigènes, anticorps, HBS et HBC, et la recherche du virus de l'hépatite C. Voilà, je vous mets ce qu'il faut faire quand les sérologies, selon les sérologies hépatite B et hépatite C retrouvées, et la sérologie chlamydie est recommandée. La spermoculture. Alors la spermoculture, en général, on a plein de questions dessus et on est hyper gêné parce qu'on ne sait pas comment répondre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne fait pas de spermoculture avant AMP. Donc, pourquoi? Parce que le TMS, justement, ça enlève 99% des bactéries, d'accord, qui peuvent venir gêner. Il y a aussi des antibiotiques dans nos milieux de culture, en PMA, etc. On ne sait pas trop si les microbes sont incriminés dans les échecs de fertilité, les échecs de PMA, etc. Donc, c'est très difficile de vous donner des conseils. Du coup, je me suis basée sur, sur cette publi-là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous recherchez également, je pense, au niveau du PV de madame, éventuellement des microbes. Voilà. Ça, c'est nos recommandations, mais ce n'est pas une obligation et il n'y a pas de trame définie. Alors, après, pour les sérologies, donc je vous mets les interprétations. Donc, normalement, c'est bien mis sur les comptes rendus des labos. Il faut juste savoir que si vous retrouvez un risque viral, donc un antigène HBS, de l'ADN hépatite C ou un VIH positif, vous êtes obligé d'orienter vers un centre à risque viral. Donc, c'est des centres spécialisés en PMA qui prennent en charge soit à des périodes définies de l'année parce qu'ils n'ont pas le matériel pour prendre en charge les couples non à risque viral et les couples à risque viral en même temps, soit vous prenez un centre comme Cochin où là vous pouvez faire toute l'année une prise en charge des patients à risque viral parce que vous avez vraiment des locaux où on sépare bien les 2 catégories de patients, on va dire. Et puis on fait le test de migration survie. Alors le test de migration survie, donc le but c'est d'essayer de mimer ce qui se passe in vivo. In vivo, il n'y a que les spermatos les plus beaux, les plus mobiles qui arrivent à traverser la glaire cervicale et monter dans l'utérus. Les spermatos, c'est comme les stemons, ça nage à contresens. Donc, il faut qu'ils arrivent à avoir cette capacité à vraiment monter, à traverser, à sortir du liquide séminal, à traverser la glaire cervicale qui est un peu visqueuse et arriver dans l'utérus. Donc, ce test de migration survie, il est plutôt bien fait puisqu'il va éliminer donc, tous les débris donc, qui sont dans le liquide séminal. Donc, il élimine déjà les cellules, les spermatos qui sont morts ou mal formés, parce qu'il va sélectionner les spermatos les plus denses. On va avoir un gradient de densité qui sera de plus en plus dense. Après une centrifugation, on va récupérer dans le culot les spermatos qui ont la tête spermatique la plus dense. Et je vous expliquais
que c'est vraiment ces spermatos-là qui sont les plus performants, puisqu'ils ont a priori l'ADN qui est bien enroulé. Donc ça va éliminer les têtes spermatiques qui sont moins denses. On va également sortir les spermatos de leur plasma séminal. Hein, le plasma séminal, il contient des protéines qui viennent se fixer sur la tête du spermato et qui l'empêchent de s'activer et de féconder l'ovocyte. D'accord? Donc, cette réaction où ces protéines quittent la tête du spermato, ça s'appelle la capacitation. Donc, ils vont avoir la capacité de féconder suite à leur élimination du plasma séminal. Donc, le test de migration survie va permettre ça également. Puis, à la fin de ce test de migration, on va calculer le nombre de spermatos qu'on récupère à la fin. Hein, et ce calcul, donc, il sera exprimé sur le compte-rendu. Ça va être le volume fois la concentration fois la mobilité progressive. On ne va que regarder normalement les spermatos qui sont progressifs. Hein, je vous ai dit que les protéines empêchent le spermato d'avancer, de féconder, mais ça les empêche aussi de bouger super vite. Hein, je vous montrerai des vidéos. Ça marche comment les vidéos? Ah cool, ok super. Donc, je vais vous montrer le avant-après. On voit vraiment que le spermato, il acquiert cette capacité à avancer super vite. Donc, ils sont hyper activés. Donc, on déduit ce fameux chiffre de pourcentage de spermato progressif dans le prélèvement et on regarde le lendemain la survie à J1. Alors, ça ne sert pas à grand-chose parce que quand vous êtes en AMP, vous utilisez le sperme tout de suite. On ne regarde pas le sperme le lendemain. Donc, bon. La survie, nous, on n'y prête pas beaucoup d'attention. On l'a fait, mais on n'y prête pas d'attention parce que ça ne nous sert pas à grand-chose. Voilà, donc juste en schéma. Donc, globalement, vous avez donc un gradient de densité avec 2 couches. Donc, c'est à base de silice. Hein, c'est comme des mailles, c'est comme un espèce d'une passoire qui est de plus en plus dense. Donc, on a une couche moins dense sur une couche plus dense et on dépose un échantillon de sperme au-dessus. On centrifuge à 300 G et on récupère le culot de centrifugation qu'on va mettre en suspension avec un milieu de culture favorable qui va du coup éliminer toutes les particules de silice qui restent. On recentrifuge un coup et on concentre et on va regarder donc à la fin ce qui reste dans le dernier échantillon. Alors, pour les vidéos, où est-ce que je dois me mettre? Cool. Alors, là, je vous laisse faire? OK. Donc là, vous avez un échantillon de sperme avant TMS. D'accord? Donc, bah, tiens, on en profitera pour regarder la mobilité. Donc, vous voyez, on a un peu de tout. Alors, ça, c'est un échantillon normal. Ah oui, du coup, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est parce que c'est sur votre ordi. Ouais, ok. Ah bah, je vais me mettre là-bas. Ok. Alors, donc, juste pour vous montrer les différents types de mobilité, c'est cette souris-là. Ok. Donc là, on voit bien. Donc, les spermatos qui avancent, lui, hop. Donc ça, c'est un progressif, d'accord? Hop. On envoie, bon, les immobiles, on voit bien, d'accord? Ils ne bougent pas. Attends, on va relancer. On peut relancer. Et puis un mobile sur place, je crois que lui il bouge sur place. Ou parfois il bouge parce qu'il y en a un qui lui rentre dedans. Est-ce qu'il les voit, ceux qui sont online? Ok. Bah là, il est tellement performant que j'en vois pas. Oui, là, hop, tac, lui. D'accord? Lui, il bouge sur place, mais il n'avance pas. Vous voyez? D'accord? Donc ça, c'est les 3 différentes catégories de spermato, pardon. Vous voyez que là, on a des débris, on a des cellules, on a des cochonneries, d'accord? Ça, c'est un sperme frais. Et après le test de migration survie, donc c'est le même échantillon, d'accord, qu'on a fait
migrer sur un gradient de densité. Vous voyez, la grande différence, c'est qu'on a isolé déjà quasiment que des spermatos progressifs. Il nous reste très peu de spermatos immobiles. D'accord? La plupart, la majorité bougent et on a éliminé quasiment la totalité des débris. Hein? Donc, et les spermatos sont hyper activés, ils bougent beaucoup plus rapidement que l'échantillon d'avant. Hein, donc, on voit vraiment l'intérêt de faire le test de migration-survie. Non, mais non, c'est pas grave, ça sert de ça. Donc, on a hyper activé les spermatos. Là, ils sont prêts à féconder les ovocytes. Donc, c'est exactement cette technique de sélection qu'on va réaliser pour une insémination, par exemple. Et c'est l'échantillon final qu'on utilise pour inséminer madame. Merci. Alors. Il est activé. Ah oui, ok, merci. Alors, oui, après, vous avez cette vidéo-là aussi? Je voulais vous montrer, donc ça, c'était un sperme très performant, normal, d'accord? Et à contrario, là, vous êtes sur un sperme beaucoup plus faible, donc on est sur une OATS. Pas de souci. Donc, on va regarder donc, les paramètres initiaux, donc au niveau initiaux, au niveau du spermogramme. Et après, on va quand même faire un TMS, un test de migration-survie, pour éliminer donc, les débris et pour activer les spermatos. Et ça donne, vous verrez, ça donne un échantillon beaucoup plus faible, mais beaucoup plus utilisable. Voilà, super. Donc là, vous pouvez activer la vidéo. Voilà. Donc là, on est sur des paramètres spermatiques plus faibles. On a une concentration plus faible, on a une mobilité plus faible. Donc là, on voit bien les spermatos qui bougent sur place. D'accord? Là, c'est plus facile de les voir. Lui, c'est un progressif et lui, c'est un immobile. Okay? Donc, on va quantifier tout ça au niveau du spermatique. Et après, on va quand même faire un TMS. Voilà, le TMS nous donne un échantillon beaucoup plus propre. Voilà, et les spermatos qui avancent sont un peu plus rapides que ce qu'on voyait avant. Voilà. Donc ça, on va le faire. Alors là, c'est pas un sperme d'un SEM, hein, c'est un sperme plutôt d'ICSI. Et justement, ça va nous permettre en ICSI d'avoir un échantillon plus propre qu'avant. Déjà, il faut savoir qu'un sperme avec le liquide séminal, c'est pas fécondant, hein, pour la raison de laquelle je vous ai dit, le spermato, il n'a pas réalisé la capacitation. Donc, de toute façon, il faut isoler les spermatos du liquide séminal. Et ça, l'autre avantage, c'est de nous rendre un échantillon propre et moins visqueux et sans toutes les cellules qui peuvent venir gêner ou les bactéries qu'on retrouve très fréquemment dans le liquide séminal. Merci pour la vidéo. Il faut qu'on avance, on est un peu en retard. Okay, super. Oui. T'as un micro. Attends. Est-ce qu'en cas d'asténospermie, ça vous arrive de conseiller le monsieur de boire du coca pour améliorer la mobilité, comme il y a certaines études qui l'ont montré? Du coca. Je connaissais pas le coca. Ça, c'est intéressant. J'aimerais bien voir les études. Pour améliorer la mobilité. Ouais. C'est pour la caféine qui vient à l'intérieur. Alors, le coca, non. Non, le coca, non. Ça n'aide si pas, je au peux, contraire. concernant le coca, donc j'imagine que ça doit être pour la caféine donc il peut boire du café, ce sera moins nocif que le coca. Effectivement, la caféine est entre guillemets, un excitant spermatique
au même titre que la papavérine ou la pentoxyphiline qu'on utilisait. Et effectivement, il y a eu des études qui ont été faites sur l'action de la caféine qui améliorait en tout cas la mobilité, ou du moins qui permet notamment dans les spermes chirurgicaux ou dans les nécrospermies, enfin les asténospermies importantes, d'être utilisé comme un test, on va dire, fonctionnel de vitalité pour ensuite choisir le spermatozoïde qui sera utilisé en ICSI. Mais in vitro. Mais in vitro. In vitro. Coca. In vivo. Avec ou sans sucre. Pour info, j'ai eu un patient en consultation qui travaillait chez Coca depuis plus de 20 ans. Il m'a dit, depuis que je travaille chez Coca, je n'ai pas bu une goutte de Coca parce que moi, je sais comment c'est fait le Coca et je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc lui, il travaillait sur un site parce qu'il y a un autre site. Il y a 2 sites pour les matières premières qui ne peuvent pas être stockées au même endroit parce qu'il y a un risque d'explosion. Donc ils sont obligés, il y a certains ingrédients, certains qui rentrent dans la composition qui sont sur un site. Lui, il était sur un autre site. Mais lui, il voyait toutes les phases intermédiaires avant le produit final. Il dit, quand vous voyez ça, c'est terminé. Pas une goutte. Donc non, on oublie le coca pour la caféine et ses spermatos. La meilleure façon d'améliorer la mobilité spermatique, c'est de raccourcir le délai d'abstinence. Donc nous, il nous arrive par exemple le jour d'une FIV de demander un deuxième recueil. D'accord ? Parce qu'on a souvent une meilleure mobilité au deuxième recueil. Le monsieur peut avoir des éjaculations plus fréquentes tous les 2-3 jours jusqu'à la tentative, par exemple. Okay. Je suis désolée, il faut qu'on avance parce que le plus important arrive. Il faut vraiment que vous sachiez ce qu'il faut faire en cas d'anomalie. Donc, après le TMS, on peut faire, c'est pas systématique, mais on peut faire la recherche d'anticorps antispermato quand il y a un signe d'appel, donc au niveau du spermogramme, s'il y a des agglutinats. Voilà, les spermatos, ils avancent super lentement. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui les ralentit, qu'il y a des poids derrière eux. Ça on le voit, les techniciens qui sont habitués à voir ça, ils savent les reconnaître. Donc, les anticorps antispermato, on recherche IgG et ou IgA. Il faut savoir que le seuil est difficile à établir. Il a été mis à 50%. Donc, au-delà de 50%, ça serait significatif. En dessous de 50%, il n'y aurait pas d'impact sur les anticorps. La localisation, semblerait-il, est plus importante, on va dire, à une signification plus importante quand c'est sur la tête des spermatos, parce que ça pourrait inhiber l'interaction gamétique. Après, donc, Ed a dit que eux, c'est tout de suite ICSI. Nous, on laisse un peu plus de chance à la FIV quand il n'y a que les flagelles qui sont fixés avec des anticorps. Donc, quand il n'y en a pas sur la tête, on donne quand même une chance à la FIV, mais ça, je suis d'accord que ça se discute. Nous, on n'a pas de souci avec cette prise en charge-là, mais c'est vrai que dans mon ancien centre, on ne prenait pas le risque de faire une FIV dès qu'il y avait des anticorps. Alors, vous avez fait votre bilan, ça c'était le bilan masculin en cas d'AMP. Okay. Maintenant, donc ça c'est le cas de l'AMP. Vous faites le spermogramme, la spermoculture, le TMS, les sérologies obligatoires. Okay. Maintenant, ça c'est le cas de la PMA. Maintenant, vous recevez votre couple et vous regardez le premier spermogramme et vous voyez qu'il y a des anomalies au niveau du spermogramme. Là, il va falloir faire un bilan d'infertilité masculine. Donc, qu'est-ce qu'il faut prescrire si le patient a une oligo, asténo et ou tératosospermie? Donc, je vous conseille de refaire le spermogramme. D'accord? Si vous avez le temps, encore une fois, si madame est trop âgée, qu'il faut y aller vite, vous n'avez pas le temps de refaire le spermogramme. Mais je vous conseille de faire un spermogramme à distance du premier parce qu'il faut quand même écarter un problème entre les deux qui aurait pu avoir un impact. Puis, le bilan de deuxième intention, il faut rechercher une cause à l'oligo-asténotérato. D'accord ?
Donc, soit vous l'examinez, soit vous l'envoyez chez quelqu'un pour l'examiner. Nous, perso, on n'examine pas nos messieurs, on les envoie chez l'urologue. Okay? Donc ça dépend de vos centres, mais il faut que quelqu'un examine votre patient, c'est le minimum. Vous faites un bilan hormonal. Les dernières recommandations, c'est que le bilan hormonal, il est réalisé dès qu'il y a une oligo inférieure à 10 millions. D'accord? Donc, bilan hormonal, au minimum, FSH, LH, testo. L'écho des voies urogénitales. Je l'ai mise ici, elle n'est pas obligatoire. D'après l'agence, pas l'agence, la Société urologique américaine, eux, ils disent qu'il faut surtout faire l'examen clinique, puis vous prescrivez l'écho s'il y a éventuellement un signe d'appel. Mais, je vous dis, j'ai eu 2 cancers en 8 ans à Rouen, ça m'a marqué. Donc, moi, je prescris l'écho d'emblée. Voilà, ça, c'est pas très cher, ça prend pas beaucoup de temps. Bon, peut-être pas l'écho endorectal tout de suite, mais au moins une écho testiculaire pour voir s'il n'y a pas de cancer. Le cariotype et la microdèle, les dernières recommandations de la SRM, c'est inférieur à 5 millions par ml. D'accord? Puis la spermoculture. Alors, je sais qu'à Cochin, ils font la microdèle, la recherche de microdèle dès qu'il y a une... Ta limite, c'est 15 millions? « 15 millions, ok. Donc, ça dépend de votre centre. Moi, je vous mets les derniers recos de la SRM. Voilà, c'est 5 millions. Alors, il faut savoir que la recherche de microdèle, elle n'est pas remboursée et ça vaut 90 à 100 euros. Donc, il faut la proposer à vos patients, mais sachez qu'il y en a qui vont refuser. Alors, donc ça, c'était pour le bilan en cas d'OAT. Quand vous avez une azospermie, d'accord? Azospermie, ça veut dire qu'il n'y a pas de spermato à l'examen direct et après centrifugation. Donc, une azospermie, on a regardé à l'examen direct, on a centrifugé, dans le culot de centrifugation, il n'y a rien. D'accord? Donc ça, un bon labo, il va vous mettre avant et après centrifugation ou avant et après concentration. Donc, quand vous avez une azospermie, vous n'oubliez pas, vous faites le bilan que je viens de vous le montrer dans le cas d'OAT. D'accord? Donc, vous faites l'examen chez l'urologue ou chez vous, l'échographie, le cariotype, la recherche de microdèle, le bilan hormonal, etc. Et vous devez anticiper donc la biopsie testiculaire et essayer de trouver la cause de l'azospermie, est-ce que c'est obstructif ou pas. Donc, il y a éventuellement la biopsie séminale. Je dis éventuellement parce que ça ne va pas forcément vous apporter énormément d'informations. Ça va surtout vous dire s'il y a une obstruction importante, mais il faut qu'elle soit bien faite. Donc, il y a un délai d'abstinence à respecter, etc. Donc, elle va surtout vous orienter vers une agénésie s'il y en a une. Et il ne faut pas oublier, donc quand vous avez justement des signes d'agénésie bilatérale des canaux déférents, à l'échographie que vous avez déjà fait, puisque vous avez fait le bilan d'OAT, et que c'est associé à un petit volume et un pH acide, vous faites la recherche de mutation du gène CFTR. Donc ça, vous n'avez pas le droit de l'oublier. La recherche sur la mutation du gène CFTR, elle n'est pas systématique. C'est en cas d'azospermie. D'accord? J'ai déjà vu des... Il ne fait pas partie du bilan d'OAT. C'est dans le bilan d'azospermie. Et pour finir, ça normalement c'est le labo qui fait de la PMA qui va un petit peu vous orienter, mais si on voit que sur 2 spermogrammes, on a des paramètres spermatiques vraiment dans les chaussettes, alors moi je fais en dessous de 2 millions ou en dessous de 1 million, c'est une recommandation. Je vous conseille quand même de penser à faire une autoconservation spermatique, parce que les paramètres spermatiques peuvent se dégrader dans le temps. Un homme qui arrive avec 0,1 million de spermato un jour, il peut avoir 0 quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Je l'ai déjà vu et ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qu'on aurait pu éventuellement préserver avant.
Voilà, mais ce n'est pas une obligation, il y a plein de centres qui ne le font pas, mais c'est juste un conseil de pratique. Voilà, il faut, si vous le prescrivez, il ne faut pas oublier de faire les sérologies obligatoires avant, puisqu'on ne peut pas conserver des paillettes spermatiques qui sont contaminées, qui sont à risque viral, pardon. Voilà, donc ça se conserve dans des petites pailles qui s'appellent des paillettes, voilà, et c'est conservé dans de l'azote liquide. C'était juste une petite parenthèse. Alors, les autres examens spermatiques. Donc, on a parlé de l'éjaculation rétrograde. Okay. Donc, quand vous avez une hypospermie, mais majeure, ou aspermie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éjaculation, où le monsieur vous dit « j'ai rien okay. ». Et ou des facteurs de risque associés, diabète, etc. Là, il faut rechercher les spermatos dans les urines. Donc, dans le cadre d'une éjaculation rétrograde, donc il faut alcaliniser les urines. Donc après, le labo doit donner son protocole d'alcalinisation. Pourquoi? Parce que les urines, normalement, sont acides et du coup, ça peut abîmer, même si les spermatos sont assez robustes, ça peut abîmer la mobilité spermatique. Donc, on va quand même vouloir regarder comment ils bougent. Donc, il faut alcaliniser les urines avant de faire l'examen. Donc, le monsieur, il va arriver au labo avec une vessie pas non plus trop pleine parce qu'il va falloir regarder toutes ses urines. Donc, s'il a 1 litre d'urine, c'est quand même assez compliqué. Donc, il arrive avec en gros une vessie moyennement pleine. Il se masturbe et on regarde quand même s'il n'y a pas même une micro-goutte de sperme, parfois suffit. Puis, il urine. Et on regarde, on concentre les urines et on regarde s'il y a des spermatos dans les urines et comment ils se comportent. Quand il y a une éjaculation rétrograde, ça se passe très bien et on voit très bien les spermatos dans les urines. Puis, on peut faire aussi la mesure de l'ADN, de la fragmentation de l'ADN spermatique. Donc, ça a été posé comme question à multiples reprises dans le petit forum là. Donc, c'est surtout indiqué dans le bilan de fausse couche. C'est pas un examen standard d'infertilité masculine. D'accord? C'est surtout, enfin, en tout cas dans la littérature, c'est surtout indiqué dans le bilan de fausse couche. Donc, si vous avez des fausses couches associées dans le couple, ok, mesure de la fragmentation de l'ADN. Mais il faut savoir que c'est une mesure de la vitalité spermatique. D'accord? C'est extrêmement corrélé. Quand une cellule se met en apoptose, le signal, c'est de couper l'ADN. D'accord? Donc, une cellule morte égale une cellule fragmentée, enfin, qui a de la fragmentation de l'ADN. Voilà, le tout, c'est, donc quand une cellule est morte, on s'en fiche qu'elle ait son ADN fragmenté puisqu'elle ne va pas féconder. Le problème, si un spermato est vivant et qu'il a de l'ADN fragmenté, là, c'est plus grave parce que si cette cellule-là arrive à féconder, là, ça peut faire de réels dégâts. Donc, c'est important de détecter ce genre d'anomalie quand il y a par exemple des échecs d'implantation ou des fausses couches à répétition. Voilà, mais il n'y a pas plus de recommandations que ça. Puis, vous pouvez être amené à rechercher les mutations génétiques en fonction du spermocytogramme. Ça sera expliqué dans le cours de fin de semaine. Voilà, je vous mets également le logigramme en cas d'azospermie, hein, pour que vous y retrouviez un petit peu. Ça va vous orienter vers telle ou telle prise en charge en fonction de ce que vous trouvez au niveau du spermogramme ou au niveau du bilan d'infertilité. Donc, en gros, vous devez connaître les normes de l'OMS pour le spermogramme. Il ne faut pas oublier que les paramètres peuvent varier dans le temps. Du coup, je vous conseille quand même de demander plusieurs paramètres spermogrammes, pardon, de faire le recueil dans le labo choisi de votre part, de bien mettre le nom du labo sur votre ordonnance et pour éviter que les gens aient trop de stress le jour d'une PMA. De bien connaître ce qu'il faut faire en cas de bilan masculine. En cas de bilan d'infertilité masculine, donc le bilan d'AMP, le bilan d'OAT, le bilan d'azospermie. Okay? Si ce n'est pas clair, on reprendra ou je vous enverrai éventuellement un tableau, mais j'espère bien avoir expliqué. Puis les examens
spécialisés en cas de tel ou tel contexte, donc l'éjaculation rétrograde et le CFTR, notamment plus ou moins le bilan génétique. Voilà, et travaillez avec vos biologistes, posez-leur des questions, allez au labo, voyez comment ça se fait, déterminez les seuils de l'INSEM, les seuils de la FIV, les seuils de l'ICSI, etc. Puis, en quelques minutes, la préparation de sperme en vue d'une insémination. C'est pas grave si c'est juste quelques minutes parce que je vous ai déjà fait le cours, c'est le TMS. Hein. Donc, quand un couple va avoir une insémination, alors, c'est pareil, en France, on est totalement sous ces recommandations gouvernementales. Donc, on a un guide qu'on doit respecter. Je vous conseille de le lire, de le relire et d'apprendre par cœur parce que on est obligé d'avoir un certain nombre de choses dans le dossier médical notamment, dans la consulte, etc. et au labo. Donc, on va préparer le sperme en vue d'une INSEM en faisant le TMS, donc le test de migration-survie. On dépose l'échantillon de sperme sur le gradient de densité. C'est le même examen qui va être fait pour sélectionner les spermatos avant FIV ou avant ICSI, hein, sauf les cas de spermatos très, très, très dégradés, où là, on vous en parlera lors du cours de PMA. Là, on peut préparer le sperme différemment pour certaines ICSI. Donc, c'est le petit schéma que je vous ai montré. Voilà, et à la fin, donc, on récupère un échantillon où on a remis en suspension les spermatos dans un petit volume de 0,25 à 0,3 ml, d'accord? Donc il y a plein de spermatos, ils sont hyper concentrés. C'est comme la première vidéo que je vous ai montrée, enfin la deuxième vidéo que je vous ai montrée, du sperme très très performant. Ça, c'est des paramètres spermatiques tout à fait compatibles pour une insémination. Donc on récupère ce petit milieu-là, on aspire à travers un cathéter et une seringue qui est attachée au cathéter. Et puis, on donne ce cathéter au gynéco qui va mettre la femme en position gynécologique. On met le spéculum et vous déposez donc les spermatos au fond de la cavité utérine au bon moment, évidemment. Donc, vous avez auparavant préparé la stimulation hormonale pour avoir un ou au maximum deux ovocytes. Elle a ovulé puisqu'elle a pris son ovitrelle et on injecte les spermatos pour rapprocher donc les gamètes ensemble. Les prérequis, il faut avoir vérifié que les trompes sont bien perméables, 2 maximum d'ovocytes, pas de délai trop important d'infertilité. Hein. Donc, si le couple essaye depuis 10 ans de faire un bébé et que c'est toujours pas venu, je ne pense pas que l'insémination va faire grand-chose. Vous avez plus de chances en FIV. Sauf s'il y a vraiment des problèmes ovulatoires qui peuvent être corrigés par une stimulation. Le facteur limitant, il faut un minimum de spermatos. Donc, il faut au moins 1 million, mais on va voir que c'est au-delà de 3 millions qu'on a de réelles chances de grossesse. Il faut savoir que l'insémination, elle ne marche pas bien. On est à 15% max de pourcentage de réussite chez la femme jeune. D'accord? Donc, plus la femme est âgée, moins il y a de chances de grossesse. Il ne faut pas non plus donner de faux espoirs à vos patients pensant que l'INSEM va marcher super bien. Non. La Sécu en rembourse 6 exprès parce qu'ils savent que les taux ne sont pas top. Il faut toujours se poser la question si on a le temps de réaliser l'insémination aussi, parce que ça va décaler la prise en charge en FIV. Donc, il faut se dire, est-ce que j'ai 3, 4, 5 mois pour faire plusieurs inséminations ou est-ce que madame risque de dégrader sa réserve ovarienne, etc. Donc, il faut faire l'INSEM pas trop longtemps après avoir fait le TMS. Et évidemment, les résultats sont de plus en plus importants en fonction de l'âge de la femme parce que c'est vraiment la qualité ovocytaire qui est le facteur très important dans la réussite. Donc, la stratégie, c'est à vous de la définir avec votre centre, mais je vous conseille pas plus de 3-4 cycles parce que ça marche pas super et que vous risquez de perdre du temps, donc de perdre en qualité ovocytaire.
Et il faut la faire, le timing, alors il y a eu plusieurs études faites sur la timing de l'insème. En gros, il faut la faire dans les 36 heures après l'injection d'HCG. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Yes. Attends, il te faut un micro. Le délai entre le TMS et l'insémination? Oui, 24 bah, heures ou en fait, dans c'est la même journée? idéalement, c'est max 2 heures après, Ah, 2 heures après. hein, puisqu'on voit que ça diminue après. D'accord. Merci. Après, un sperme performant, il ne va pas se dégrader. Les spermatos, c'est assez résistant, hein. En cas d'éjaculation rétrograde, est-ce que le passage des spermatozoïdes par l'urine fait qu'on a des spermatozoïdes de moins bonne qualité qui sont moins bien fécondants que... Alors oui, c'est sûr que les spermatos, ils sont pas faits pour être dans les urines. Donc il faut récupérer les urines tout de suite et tout de suite les centrifuger pour les sortir des urines. Hein, c'est sûr, on n'a pas la même osmolarité, on n'a pas le même pH. Donc oui, les urines, c'est pas top. Mais encore une fois, ça dépend des spermatos. Il y a des spermatos plus résistants. J'ai déjà vu des spermatos bouger super bien dans des urines hyper acides, pas du tout préparées, et inversement, des urines super basiques et les spermatos qui bougent pas. Donc voilà, c'est pas une science exacte, mais pour maximiser les chances au niveau spermatique, il faut les sortir tout de suite des urines. Ouais. Attends. Ah oui, ok. Alors. Je voulais juste, dans le bilan d'infertilité, si on a un spermogramme normal, on doit le refaire une deuxième fois. Si vous avez un spermogramme normal, moi je le refais pas. Non. Sauf s'il est anormal, c'est ça. Il faut pas non plus. Enfin, c'est vraiment pas très rigolo pour les hommes, hein, le spermogramme. Donc, moi, je m'arrête à un spermogramme s'il est normal. Voilà. Après, si la prise en charge dure plus longtemps, alors moi je recommande de faire tous les ans, hein, au moins un spermogramme par an. Mais s'il est normal, il n'y a pas de raison de refaire un spermogramme. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la culture de première intention, surtout si on a un leucospermie. Oui, nous on fait la culture d'emblée. Okay. Nous, quand on voit, déjà quand ils arrivent, mais nous on est déjà dans un centre de fertilité, enfin d'infertilité. Donc nous on prescrit le bilan total, on prescrit spermogramme, TMS, spermoculture d'emblée. Mais je ne peux pas vous mettre ça par écrit parce que ce n'est pas dans les recommandations. Dans les recommandations, le bilan de première intention, c'est spermogramme. Je n'ai pas bien compris la différence entre les formes typiques selon Kruger et selon David. Oui, même nous, parfois, on ne comprend pas. Kruger, c'est des critères hyper stricts. Il faut, et c'est très... il faut être parfait. Il faut avoir zéro défaut, si vous voulez, pour être normal en Kruger. Alors qu'en David, vous pouvez avoir, on va dire, une tête pas parfaitement ronde, un petit peu ovale, et c'est toujours considéré comme normal en David. Voilà. Et c'est pour ça qu'une térato isolée n'est pas prédictive de la grossesse. Parce que cette façon d'interpréter est extrêmement subjective. Oui, Caleb. Il y a une question qui revient souvent. Pour les inséminations, on retient un TMS supérieur à 1 million. Oui. Alors là, j'ai pas bien compris, dans le capacita ou l'éjaculat. Ouais, donc je veux dire, c'est... Oui, au TMS, en fait, TMS, après vous avez dans le compte-rendu du TMS, à la fin, ils vous disent le nombre de spermatos progressifs isolables dans l'éjaculat. Et si on est supérieur à 1 million, c'est suffisant pour une insémination. Mais c'est vrai que dans les études, on voit que c'est vraiment au-delà de 3 millions où on augmente nos chances de réussite en insémination. Vous pouvez faire une insémination même avec très peu de spermatos, mais les chances de grossesse vont être moindres que si vous démarrez au-delà de 3 millions. Voilà, donc ne perdez pas votre temps à faire des insèmes chez un monsieur qui a 1 million. Vous pouvez essayer 1-2 fois, mais vous allez probablement avoir un échec, alors que si vous étiez passé en FIV plus facilement, plus rapidement, vous aurez eu plus de résultats.
il n'y a pas de formule exacte. C'est à voir en fonction du contexte également. Il y a des couples qui veulent absolument essayer des INSEM avant. OK, très bien. Mais si vous êtes en dessous d'1 million, alors là, il y a zéro indication de faire une INSEM. Hein. S'il vous plaît, Oui. qu'est-ce que vous en pensez des traitements qu'on propose pour améliorer les paramètres spermatiques? Alors, très bonne question. Pour améliorer les paramètres spermatiques, la meilleure façon d'améliorer les paramètres spermatiques, c'est que monsieur il ait des éjaculations régulières. D'accord? Il ne faut pas qu'il s'arrête. Le testicule, son signal de produire des spermatos, c'est l'éjaculation. D'accord? S'il arrête, le testicule il se dit « Ah, c'est bon, je n'ai pas travaillé, je me mets au repos ». Donc, il faut qu'il continue à avoir des rapports ou des éjaculations, que ce soit le moyen. Après, on parle de compléments alimentaires, hein, les vitamines, etc. En tout cas, ça ne fera pas de mal, d'accord, qu'ils prennent des vitamines. Aussi, psychologiquement, ils ont l'impression de faire quelque chose, parce que souvent, ils sont un peu démunis. Madame, elle a tout un traitement, lui, il n'a rien. Donc, parfois, ils aiment bien avoir un truc pour juste... voilà, donc ça, c'est côté aspect psycho. Nous, on demande qu'ils prennent des compléments alimentaires, enfin les vitamines, pardon, avec des antioxydants. Il y a le coenzyme Q10, je crois, enfin des oméga 3, etc. Surtout quand on a l'impression qu'on va avoir du mal à faire l'ICSI en AMP, hein, parce que vous avez dit que l'ICSI, voilà, c'est facile, etc. Mais il y a des fois où on passe beaucoup de temps à trouver un spermato bien. Donc, quand on voit les paramètres spermatiques en diagnostic et qu'on se dit, oulala, là, l'ICSI, elle va me prendre 3 heures afin de trouver un spermato normal. Là, je vais appeler le monsieur, je vais dire, vous prenez des vitamines, vous faites des éjaculations tous les 2 à 3 jours et j'essaye tout ce que je peux pour le jour de l'ICSI. Le jour de l'ICSI, il aura au moins 2 recueils à faire, etc. Donc, je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas, mais en tout cas, les études ne sont pas concordantes, si c'était ça la question. Mais personnellement, dans la pratique, j'essaye tout quand je pense que j'aurai du mal. Voilà. Mais ça c'est personnel et spécifique à la FIV. Ouais. S'il y a une azospermie totale, enfin complète. Alors, azospermie, c'est total. Il y a 0. Mais est-ce qu'on la refait 2 fois ou pas, quand même? Ah oui. Si vous avez, je l'ai mis, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est dans le bilan d'OAT d'ailleurs. Vous devez avoir 2 spermogrammes à 2 mois et demi d'intervalle avant de faire une biopsie testiculaire. Mais est-ce que avant le contrôle, s'il y a une azospermie, on l'envoie quand même voir l'uro et tout? Ah oui, moi je lance le bilan. 3 mois pour, on bien lance sûr, le bilan bien sûr. quand même. Sauf si il vous dit j'ai loupé mon recueil, j'en ai mis à côté. Là, vous refaites le spermogramme. Mais s'il n'y a pas de cause, si monsieur dit maintenant c'est bon, j'ai tout mis dans le pot, etc. Là, oui, vous lancez tout le bilan maintenant. Karyotype, ça prend plus d'1 mois. L'écho, tout ça, oui, il faut tout lancer dans la foulée. Oui. Et la biopsie, on l'a fait pour toutes les azospermies? Alors, la biopsie, est-ce qu'on l'a fait sur toutes les azospermies? Très bonne question. Est-ce qu'on devrait faire la biopsie sur tout? Alors, déjà, il faut que monsieur soit consentant. Il faut qu'on ait des chances d'en retrouver et il faut que les spermatos soient utilisables. S'il y a par exemple, vous retrouvez les bon, vous allez en parler en fin de semaine, mais dans la microdèle du chromosome Y, il y a des microdélétions qui vous garantissent que vous n'allez rien avoir à la biopsie testiculaire. Donc dans ce cas-là, non, on ne fait pas la biopsie testiculaire. Mais dans la plupart des cas, oui, on va avoir recours à une biopsie testiculaire pour 2 raisons. Parce que même si la FSH est super élevée, même si vous avez peu de chances d'en retrouver, on a tous eu des cas surprises où, qu'elle en parlait avec le monsieur qui voulait absolument qu'on recherche les spermatos dans sa cryptorchidie là, qu'il en a retrouvé. On a tous eu des cas comme ça où, alors que la FSH était à 60, ben, il y avait quand même des spermatos. Donc, je conseille toujours de faire pour cette raison-là. Et deuxièmement, c'est pour le deuil. Donc ça, c'est pas assez pris en compte. Pour que monsieur arrive jusqu'au bout de sa réflexion, qu'il ait mis toutes les chances de son côté, qu'il ait tout fait pour essayer de procréer avec ses propres gamètes. Parce que si il a recours un jour à l'adoption, soit au don de spermato, et que son gamin arrive à l'adolescence, parce que ça arrivera en disant papa, t'es même pas mon père,
ok, je suis peut-être pas ton père biologique, mais voilà tout ce que j'ai fait pour essayer que tu sois mon fils ou ma fille biologique. Je suis même allée jusqu'à ce qu'on me découpe les testicules et qu'on regarde, machin. Voilà la preuve d'amour, tellement je voulais t'avoir. Donc pour moi, ça va beaucoup plus loin dans la réflexion et je pense qu'il faut que vous favorisiez, que vous encouragiez la biopsie testiculaire. Bon, ok. Yes. Oui, juste dans la chronologie, si je comprends bien, le test de migration survie, on ne le fait pas en première intention, ça va être uniquement sur le deuxième prélèvement après un spermogramme anormal. Le TMS fait partie du bilan de deuxième intention ou du bilan avant AMP. D'accord. Mais, comme ce que je disais, en pratique, vous pouvez très bien le demander tout de suite, d'accord, pour faire le bilan tout de suite d'AMP. Tout dépend de votre pratique, parce que ça va être forcément un deuxième prélèvement sinon. Mais de toute façon, il y aura un deuxième prélèvement si le sperme est anormal. Donc, ça dépend où en est votre couple. Si c'est un couple jeune qui a juste essayé depuis 6 mois et machin, ils sont un peu stressés, ils veulent juste voir où ils en sont de leur fertilité. Là, c'est peut-être pas la peine de faire tout le bilan. Là, vous faites juste un spermogramme. Madame, elle a une bonne réserve, etc. Là, vous faites juste un spermogramme. Vous les revoyez 3 mois après. Et là, vous réévaluez l'intérêt de réaliser le bilan de deuxième intention. Mais si tout est normal, vous allez peut-être leur dire, écoutez, réessayez chez vous encore quelques mois. Et vous revenez si au bout d'1 an, ça ne va pas. Tout dépend du contexte. Voilà. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve à 13h10 pour l'après-midi. Bon appétit.